6 juillet 2019. Il est un peu plus de 18 heures sur cet aéroport du New Jersey. La chaleur est lourde, presque 30 degrés. Un jet privé vient de se poser après un vol en provenance de Paris. L'appareil roule lentement jusqu'à une zone isolée du tarmac. Au pied de l'avion, plusieurs agents fédéraux attendent déjà. Le réacteur tourne encore quand l'escalier intégré de l'appareil descend lentement vers le sol. Puis, une silhouette apparaît à la porte du jet. Un homme en survêtement sombre, aucun bagage visible, le visage fermé, c'est Jeffrey Epstein. Il descend les marches sans précipitation, pas de geste brusque, aucune résistance. Les agents du FBI s'approchent immédiatement pour l'interpeller. Breaking news, billionaire Jeffrey Epstein arrested on new sex trafficking charges. 33 jours plus tard, il sera retrouvé pendu dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center de Manhattan. That accused sex trafficker Jeffrey Epstein has died by suicide. Officiellement, c'est un suicide. L'histoire qu'on va vous raconter n'est pas seulement américaine, elle est aussi française, avec ses propres réseaux, ses propres silences et une mécanique de prédation tout aussi effroyable. Je suis Arnaud Vadjic, journaliste à Ouest France. Bienvenue dans notre podcast « La France, terrain de chasse de Jeffrey Epstein ». Toute la lumière doit être faite sur cette affaire effroyable et tentaculaire. Nous avons eu aussi de nouvelles victimes qui se sont manifestées que nous ne connaissions pas du tout. Il y en a à peu près une dizaine. En France, il y a un silence qui est perturbant parce que si on laisse passer cette affaire, on aura laissé une des activités criminelles les plus importantes des dernières décennies sans rien faire. Jeffrey Epstein, pensez-vous être le diable en personne? No, but I do have a good mirror. Non, mais j'ai un bon miroir. Jeffrey Epstein est né à Brooklyn en 1953. Un Américain issu d'un milieu modeste, étudiant à l'université, professeur de maths à Manhattan à 20 ans, puis trader à Wall Street. Quand Jeffrey Epstein rejoint la banque d'investissement Bear Stearns à la fin des années 1970, il n'a ni diplôme universitaire prestigieux, ni parcours classique dans la finance. Et pourtant, il impressionne. Par sa capacité à comprendre rapidement les mécanismes financiers et surtout à séduire des clients fortunés. Très vite, il développe un réseau dans les milieux de la finance, des grandes fortunes et du pouvoir, ce qui lui donne accès à des cercles extrêmement fermés. En 10 ans, il devient l'un des gestionnaires de fortune les plus discrets et les plus puissants du monde. À sa mort, en 2019, sa fortune est estimée à près de 600 millions de dollars. En 2008, pourtant, Jeffrey Epstein est condamné pour sollicitation de prostitution impliquant une mineure. Mais derrière les portes closes, ses avocats négocient un accord judiciaire hors norme, une peine légère, des poursuites fédérales abandonnées et même des sorties quotidiennes de prison. Puis, presque comme si de rien n'était, Epstein réapparaît dans les dîners, les villas et les cercles du pouvoir. Un homme de pouvoir qui multiplie les points d'ancrage. Sa résidence de Palm Beach, bien sûr, à quelques pas de Mar-a-Lago, la célèbre résidence de son ami Donald Trump, un lieu de prédation, tout comme son île, d'ailleurs, Little St. James. Son hôtel particulier de 7 étages à Manhattan, la plus grande résidence privée de New York, un ranch au Nouveau-Mexique baptisé Zorro, mais aussi un appartement, avenue Foch, à Paris. Son avion, un Boeing 727, baptisé par la presse américaine le Lolita Express, se pose régulièrement au Bourget avec tout le gratin mondain. Il bénéficie même d'un passe-droit de la justice américaine pour ne déclarer ses vols qu'au dernier moment. 24 vols par an entre New York et Paris, et des contrôles qui laissent sérieusement à désirer. Paris était sa base arrière européenne.
Il fallait voir combien son appartement avenue Foch, tout un étage, 800 mètres carrés, à 2 pas de l'Arc de Triomphe, était à la hauteur de son narcissisme. Ce qu'on trouvait partout chez lui, le goût du gigantisme. Et donc, comme il était en France, il fallait qu'il montre bien qu'il avait la puissance américaine derrière lui. Moi, c'est comme ça que j'ai tout de suite interprété la chose. Frédéric Chalin est chef d'orchestre français. Il a croisé Epstein 4 fois entre 2012 et 2019. Il est l'un des rares témoins directs sur l'intimité parisienne d'Epstein. On entrait directement dans ce salon salle à manger qui était une sorte de grande rotonde. Et je vous ai raconté que, en haut, il y avait une sorte de coupole un peu concave. Et sur les côtés, des dizaines de photos que je n'avais pas identifiées. Je pensais que c'était une chose abstraite, une sorte d'exposition, de série de photos abstraites. Et en fait, il m'a raconté avec une grande fierté que c'était c'était les coupes de l'IRM de son cerveau. Voilà. Donc je me suis dit, très bien, c'est de l'art abstrait, mais ça continue un petit peu avec le côté un peu mégalo et puis un peu autocentré du personnage, et puis tout autour des quantités de photos de lui avec le pape Jean-Paul II. C'était vraiment le bureau des vanités, quoi. Et puis il nous avait fait une courte visite. On est passé par un petit couloir qui montait en haut. Il y avait un 2e étage. La particularité de ces résidences, à chaque fois, il y a une salle de massage. C'est ici que Jeffrey Epstein met en place son décorum. Les jeunes femmes viennent, souvent emmenées par sa complice, Ghislaine Maxwell. Il est là, allongé sur le ventre, nu, une serviette posée sur lui. Une fois entré dans la pièce, il se retourne et l'agression a lieu. Paris ne lui suffit pas. Jeffrey Epstein rêve de s'installer autrement en France. Sur l'île Saint-Louis, il a repéré un palais. Il veut y fonder un institut scientifique, un centre de recherche sur le cerveau à sa main. Oui, le cerveau, la jeunesse, des sujets qui l'obsédaient, nous dit encore Frédéric Chalin. Il donnait beaucoup d'argent à Google, qui commençait à développer, à financer les développements de ce qui est devenu après l'intelligence artificielle. Et il était obsédé par l'idée que les robots, l'intelligence artificielle, puisse être capable d'aimer son créateur, c'est-à-dire de ne pas se retourner contre son créateur. Mais il y avait quand même chez lui un côté qui se rattachait au personnage d'enfance. Donc, le Petit Prince, Terminator, Zorro. Quand on était dans son ranch, il nous avait visité un hangar dans lequel il y avait un énorme camion de pompiers sur lequel il a grimpé, il a mis le casque et il s'est mis à actionner le klaxon comme un fou. Enfin, vraiment comme un gamin. Comme un gamin, en France, Epstein veut un château. Son château. En 2006, il visite Villette avec sa complice Ghislaine Maxwell, 77 hectares en Île-de-France, à 1 heure de Paris. Une demeure classée du XVIIIe siècle vendue 20 millions d'euros. Elle vient de servir de décor au tournage du Da Vinci Code. Epstein hésite, trop prudent peut-être. En décembre 2006, un autre acquéreur le double. Le château lui échappe. D'autres propriétés lui seront alors proposées en Normandie et en Seine-et-Marne, mais aucun projet n'aboutira. Pour comprendre pourquoi Epstein aimait autant la France, il faut savoir ce qu'était Paris dans les années 1980 et 1990. C'était la capitale mondiale du mannequinat. Bonjour. Asseyez-vous. Les plus grandes agences, les plus grandes recrues, une plaque tournante d'adolescentes venues d'Europe de l'Est, de Scandinavie, d'Amérique latine, qui transitent alors par la France parce qu'il était plus facile d'y obtenir un visa pour aller aux États-Unis. Et au cœur de ce système, 2 Français. Gérald Marie d'abord, patron européen d'Elite Model Management, l'une des agences les plus puissantes du monde. En 1998, une journaliste de la BBC infiltrée à la Fashion Week de Milan raconte même à Ouest France ce qu'il lui a fait publiquement. Il m'a proposé de me payer pour coucher avec lui. Puis, devant des témoins, il s'est assis à côté de moi, répétant ce qu'il allait me faire. Et soudain, il a repoussé ma chaise, s'est mis à califourchon sur moi et a commencé à simuler un acte sexuel. Jean-Luc Brunel, ensuite, patron de Karine Model, puis fondateur de MC2 Model Management,
En général, quand une fille vient, on a déjà une idée très précise de savoir si elle peut être mannequin ou pas être mannequin. Lui s'est suicidé en février 2022 dans sa cellule de la santé, en attente de jugement pour viol sur mineur. C'est lui, Jean-Luc Brunel, qui était au cœur du pacte avec Epstein. Le mécanisme était simple et redoutablement efficace. Des filles de 16 ou 17 ans, recrutées loin de chez elles, l'agence avance tout, billets, loyers, séances photos. En quelques semaines, la jeune fille est endettée. Elle reverse plus de la moitié de ses revenus, elle loge dans des appartements contrôlés par l'agence, on lui confisque aussi son passeport. Les agents contrôlaient tout. Votre travail, votre argent, les personnes que vous rencontriez et même vos chances de réussite. Ils pouvaient aussi décider si vous gagniez assez pour vivre ou pas. Concrètement, beaucoup de jeunes mannequins avaient à peine de quoi se nourrir. On les emmenait souvent dîner pour les présenter à des hommes d'affaires sans lien avec la mode. Pourquoi ? Dès les années 1980, dans le milieu du mannequinat, on savait très bien ce que faisait Brunel. Ce n'était pas un secret. Et de 2005 à 2012, Jeffrey Epstein lui verse alors $1 million par an pour financer ce système. 7 millions au total. Pour identifier les jeunes mannequins et les forcer à voyager pour rencontrer du beau monde. Les échanges entre les deux hommes retrouvés dans les documents judiciaires traitent ces jeunes femmes comme une marchandise. L'âge, la disponibilité, la localisation. Dans un message, Brunel s'enquiert de savoir si une jeune fille n'est pas, je cite, trop vieille. Virginia Robert Guffre, recrutée à 16 ans, principale accusatrice publique de l'affaire, a déclaré « Epstein se vantait d'avoir couché avec 1000 filles provenant de Jean-Luc Brunel. Plusieurs avaient moins de 18 ans. » Elle s'est donné la mort en avril 2025. Autour d'Epstein et de Brunel, il y a aussi un réseau de facilitateurs en France. Certains sont connus, d'autres moins. Olivier Colomb d'abord, ancien conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy, costume impeccable, carnet d'adresses bien rempli. Dans les mails révélés aujourd'hui, il apparaît comme l'un des relais français de Jeffrey Epstein. Un homme qui ouvre des portes, mais qui organise aussi des rencontres. Daniel Siad ensuite. Un scout, comme on dit dans le métier. C'est lui qui approche une des victimes, Ebba Carlsson, à Stockholm. Aujourd'hui, il est visé par une enquête ouverte à Paris après de nouvelles plaintes de victimes présumées. Son avocate nie toute implication dans un système de trafic sexuel. Il y a aussi Fabrice Edan, diplomate français, fonctionnaire à l'ONU. Lui aussi échange avec Epstein régulièrement. Lui aussi gravite dans cette nébuleuse opaque, celle où se croisent argent, influence, réseaux internationaux et silence. Il aide aussi, selon plusieurs documents, à accélérer l'obtention de visas pour de jeunes femmes proches du financier américain. Et puis, Ariane de Rothschild. La banquière française a travaillé avec Epstein, lui faisant même signer un contrat de $25 millions. Les liens entre eux ne se limitaient pas aux professionnels, ils étaient aussi personnels. Pourtant, à ce jour, Ariane de Rothschild n'a pas été entendue par les enquêteurs. Dans un réseau où chaque personnalité influente mérite d'être regardée, ce silence interroge. RTL Matin, Olivier Bois. 8h18 sur RTL. Un ancien ministre français pris dans la tourmente de l'affaire Epstein. Son nom apparaît plus de 600 fois dans de nouveaux documents révélés par le ministère de la Justice américaine. Le nom de sa fille également apparaît. Jack Lang est votre invité. Walson Vira-Cotrin, le majordome d'Epstein, a cité parmi les personnalités qu'il a véhiculées à Paris un certain Jack Lang. L'ancien ministre de la Culture est visé, avec sa fille Caroline Lang, par une enquête du parquet financier. Selon l'enquête de Ouest France, père et fille auraient imaginé un montage financier en cascade, une sorte de structure en poupée russe qui leur aurait permis de blanchir des œuvres d'art. L'un et l'autre devront aussi s'expliquer dans le cadre de l'affaire Epstein. Le chef d'orchestre Frédéric Chalin, lui, a bien participé à des soirées à Paris ou New York avec Woody Allen. Mais il assure n'avoir jamais été témoin d'agression ni de comportement criminel. Juste un mélange de fascination et de malaise. Son nom apparaît dans les fichiers déclassifiés américains,
Depuis, sa carrière s'est effondrée. Ça a été un cataclysme. Enfin, je veux dire, c'était tout simplement l'arrêt de toutes les activités. Vous savez, dans le milieu musical, on ne pratique pas du tout ni la présomption d'innocence, on n'attend pas les jugements, on n'attend pas, etc. Donc tout le monde a annulé. Disons que dans le milieu des décideurs, ça a été l'arrêt total. Après, il y a de l'attentisme là-dedans. Combien y a-t-il de victimes françaises ? On ne le sait pas vraiment. Elles sont peu connues, pratiquement pas entendues, et pour beaucoup, la prescription leur a été remise dans la figure. Mais l'une d'elles s'appelle Anne-Marie. Elle est néerlandaise, recrutée comme mannequin dans les années 1990. La jeune femme est invitée à un shooting dans un petit château en Normandie. Jean-Luc Brunel surgit alors d'un placard communiquant entre leurs 2 chambres. Elle raconte avoir été violée. Le billet de train qui lui a servi à fuir est la seule preuve qui lui reste. Elle l'a conservé pendant des décennies dans une valise. Ma carrière de mannequin s'est terminée avant même d'avoir commencé. Dimanche 17 mai 2026. Nous avons eu aussi de nouvelles victimes. La procureure de la République de Paris annonce qu'une dizaine de nouvelles victimes se sont manifestées auprès du parquet, portant le total à une 20aine. Certaines sont à l'étranger. Les enquêteurs ont ressorti l'ordinateur d'Epstein, sa téléphonie, ses carnets d'adresses qui font l'objet de nouvelles analyses. Mais une information judiciaire n'a toujours pas été ouverte. On est encore en enquête préliminaire, ce qui signifie qu'aucune association de victimes ne peut se constituer partie civile. Aucune visibilité sur ce qui se passe vraiment. Omaïra Sellier est la présidente d'Innocence en danger. Il faut savoir qu'à partir du moment où il n'y a pas de juge indépendant qui est nommé, pour l'instant il n'y en a pas, parce qu'on est dans phase d'enquête préliminaire, personne, aucune entité, aucune association ne peut se constituer partie civile. Donc il n'y a aucune visibilité sur ce qui est en train de se passer. Il n'y a aucun contact. On n'a pas le nom des magistrats. On nous dit qu'il y en a 5, après on nous dit non, il y en a 2. La question qui se pose est simple et personne ne veut vraiment y répondre. S'il y a des victimes, et il y en a, pourquoi n'ouvre-t-on pas dès à présent une information judiciaire ? Qui a peur de qui ? En France, il y a un silence qui est perturbant, parce que si on laisse passer cette affaire et si les personnes qui ont participé dans cette criminalité ne sont pas traduites devant la justice, ne sont pas mises en examen, mais on aura laissé une des activités criminelles les plus importantes des dernières décennies sans rien faire. Parce que je vous assure que dans les informations qui sortent ailleurs, c'est vraiment c'est terrible ce qui a été fait. Aujourd'hui, Jeffrey Epstein est mort. Jean-Luc Brunel est mort. Virginia Robert-Guif, la principale accusatrice, elle aussi est morte. Aucune garde à vue, aucun procès n'a eu lieu en France et aucun complice n'a été mis en examen à ce stade. Lors de son audition, quelques mois avant sa mort, Brunel avait déclaré au juge français qu'il avait vécu, je cite, « une vie merveilleuse où tout semblait possible » et d'ajouter qu'il ne regrettait rien. Aux États-Unis, les victimes survivantes du réseau Epstein ont obtenu près de 300 millions de dollars dans le cadre d'une action judiciaire collective inédite. Elle s'est inspirée du modèle mis en place après les attentats du 11 septembre pour indemniser les victimes de crimes de masse. Elles ont été entendues, elles ont été reconnues, puis indemnisées. La question de la prescription se pose en France avec une acuité particulière. Pour la plupart des victimes françaises, les faits remontent aux années 1990, parfois au début des années 2000. Les délais légaux sont épuisés, les portes se sont refermées. Mais dans une affaire de cette ampleur, un réseau organisé, transnational, qui a duré 40 ans,
avec des complicités institutionnelles, la prescription ordinaire peut-elle s'appliquer comme si de rien n'était ? On a perdu des années d'enquête, ce qui pose problème lorsqu'on dit aux victimes qui ont parlé qu'il y a prescription. Les preuves, est-ce qu'elles sont encore là ? Peut-être certaines sont là, certaines ne sont pas là. Il y a beaucoup de choses que la justice française n'a pas fait, ou en tout cas, on ne sait pas pourquoi n'ont pas été regardées. Et une des premières questions, c'est pourquoi est-ce que la perquisition chez Epstein, en 2019, a été fait 5 semaines après sa mort. Si quelqu'un avait à temps récupéré les vidéos et les photos et tout ce qui était, notamment au niveau image, dans cet appartement, aujourd'hui, on ne pourrait plus tout à fait parler de la prescription. Parce qu'il y a des documents, il y a des informations qui auraient eu une autre classification juridique que, par exemple, un viol ou une agression sexuelle, on dit prescription, mais lorsque ces images et ces vidéos ne sont pas enterrées pour tout le monde. Quelque part, dans des cartons d'archives à Paris ou à New York, dorment encore des heures de vidéos, des noms, des visages, des preuves. Aux États-Unis, la justice suit son cours. Elle doit s'occuper très prochainement d'une demande de libération de Ghislaine Maxwell. En France, les victimes attendent. Mais pour combien de temps encore ? Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était La France, terrain de chasse de Jeffrey Epstein. Un podcast réalisé par Ouest France.